l'accent sur la part nationale. Parce que l'enseignement supérieur d'un pays, c'est ce qu'il a de plus souverain et de plus pour sa souveraineté. C'est un instrument qui permet de former des cadres qui sont des concepteurs, la matière grise. Et pourquoi on a la matière grise, c'est pour avoir un rayonnement international. Tout le monde veut avoir un rayonnement international. Pourquoi? Pour dominer l'autre. Croyez-vous que si j'ai des moyens, je vais vous financer pour me dominer? Sûrement pas. C'est pour cela que l'État malien fait suffisamment d'efforts, mais il doit encore faire suffisamment d'efforts pour que sur le plan national, on mette le paquet pour ces infrastructures. Le professeur Drissa Diakité l'a dit, ce n'est pas uniquement des murs qu'il faut penser. Il y a d'autres moyens pour résoudre ce problème. Lesquels? L'utilisation des nouvelles technologies. Oui, on va demander aussi la réaction à Dambélé. Dambélé par rapport à... Lui, il dit que ce n'est pas les murs, mais chez vous, il y a les champs et les murs à la fois, au niveau de l'IR. Oui, chez nous, il y a les champs et les murs. Mais avant, je voudrais rebondir sur la première partie de la question, comment se porte. Voilà. Donc, je dirais plutôt quelle image ou quelle perception nous autres, nous avons de l'enseignement supérieur. Le professeur l'a dit, donc d'abord le parent d'élèves, c'est des effectifs pléthoriques, c'est des enfants qui sont, des écoles qui sont dispersées un peu partout, et ensuite, quel produit sort de ce système? Nous, au niveau de la recherche, nous recevons les produits de l'enseignement supérieur, que ce soit en stage, que ce soit comme stagiaire. Donc, nous avons la perception que le produit qui sort n'est pas suffisamment bien formé. Parce que lorsque vous faites une comparaison entre le passé et le présent, on se rend compte que de plus en plus les étudiants qui arrivent sont des étudiants qui sont de moins en moins capables ou qui prennent plus de temps pour être formés à la recherche. Alors, par rapport aux infrastructures, comme vous l'avez dit, chez nous, il n'y a pas que les murs, il y a les équipements, il y a les champs. Donc, vu du côté de l'enseignement supérieur, il y a des insuffisances. Du côté de la recherche, c'est la même chose. On assiste un peu à la dégradation, un peu des parcelles d'expérimentation, ou même à la convoitise sur les parcelles d'expérimentation, mais aussi les équipements, quand même, sont de plus en plus vieillissants. Donc ça, c'est le côté de la crise. Donc, l'un dans l'autre, je l'ai dit tantôt, nous sommes des partenaires de l'enseignement supérieur. Donc, tout ce qui touche l'enseignement supérieur, tout ce qui affaiblit l'enseignement supérieur a une connotation sur la recherche. Donc, partant de cela, donc, si le produit n'est pas bien formé, il donnera des chercheurs aussi qui sont de certaines qualités. Mais sur un autre plan, parce que c'est les professeurs de l'enseignement supérieur qui sont des enseignants-chercheurs. Donc, ceux-ci aussi sont censés travailler, faire de la recherche. Et aussi faire de la recherche avec les institutions nationales de recherche qui sont plus spécialisées dans la recherche que dans l'enseignement. Donc, et ce personnel, ces ressources, s'ils sont débordés, ça va avoir moins de recherche. Et donc la capacité nationale de recherche aussi va être touchée, elle va diminuer. Donc ça, c'est les aspects qu'on peut ajouter à tout ce qui a été dit. Professeur Ouattali, oui. Je pense que la notion d'infrastructure et la notion d'équipement sont indissociables. Autant ces deux notions sont indissociables, autant elles sont indissociables même du contenu des programmes de formation. C'est pour dire qu'au moment où on élabore les programmes de formation, on doit même prévoir quel type d'équipement va avec les formations. Donc je pense que toutes ces trois notions doivent être mises ensemble pour qu'on ait des infrastructures adéquates pour faire face aux besoins de formation et de recherche.
c'est que nous avons à réagir encore avec le professeur Drissa. Malgré tout, il y a des effectifs qui sont supposés être nombreux. Est-ce que c'est parce que les élèves sont nombreux? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure subséquente? Est-ce que, malgré tout, il y a une politique d'infrastructure au niveau de l'État? Merci. Donc, justement, moi, je voulais nuancer quelque peu. Autant, il est vrai qu'on n'a pas de mécanisme pour évaluer annuellement la progression, autant quand même, il y a eu des études. En 2005, il y a eu une étude sur les orientations de la politique de l'enseignement supérieur. Et en 2006, il y a eu une étude aussi sur la programmation, on appelle ça, des budgétaires du PIS 2, qui tous ont démontré qu'il était important, effectivement, d'aller vers une politique de mise en place de pôles universitaires. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des études et des dossiers techniques qui ont été montés pour effectivement mobiliser des ressources en faveur de la construction d'infrastructures au niveau de l'enseignement supérieur. Mais il se trouve que, comme Modibo l'a dit, jusqu'à ces dernières années, seul l'État même s'engageait pour des infrastructures, parce que c'est des infrastructures sociales, et qui étaient considérés par nos partenaires comme on appelle ça, des investissements qui n'étaient pas prioritaires. Et il y avait comme et je crois que je reprends l'expression d'un ambassadeur de France, qui disait il y avait une sorte d'affirmation bêlante de priorité à l'éducation des bases. C'est comme si quelqu'un dit bé, les autres répètent. Et on mettait tous les œufs dans le même plat, sans voir que ceux qui étaient formés à la base, il y avait la nécessité pour eux de leur assurer de meilleures conditions, comme on appelle ça, d'accès à l'éducation supérieure, à l'étape supérieure. Donc, aujourd'hui, on s'est engagé dans la mise en place de ces pôles universitaires. Mais vous savez, même pour les études, lorsqu'on demande les financements pour les études, on ne les obtient pas. Malgré tout, professeur, il y a un certain temps qu'on parlait de Kabbalah 2, voilà, les murs ne sortent pas. Non, je veux dire, sur le financement, souvent les deux études dont j'ai parlé, ça a été tous financés dans le cadre de partenariats. Donc, eux, ils veulent bien faire les études, mais ils ne veulent pas investir pour la réalisation. Pourquoi est-on toujours lié au partenariat? Pourquoi est-on toujours lié au partenariat? Voilà, c'est pourquoi moi je dis, il y a un certain nombre d'ingrédients qui nous ont manqué. Ça va d'abord la vision. Parce que si on dit vision, il ne suffit pas que ce soit les universitaires qui aient donné leur vision. Il faut que ce soit des visions partagées et qui aient l'adhésion. Vous avez parlé des parents d'élèves, vous avez parlé des enseignants et autres. Il faut que ce soit une vision partagée, même les autres départements ministériels qui partagent cette vision. Ensuite, il y a aussi la volonté politique. Et c'est par la volonté politique seulement que se dégageront les moyens. Parce que si on ne prend pas conscience que le développement des ressources humaines sont une priorité pour notre pays, bon, on dira toujours qu'il n'y a pas de moyens. Mais face aux moyens qu'on dégage pour les infrastructures là, on voit bien les moyens qu'on dégage et même les dettes pour lesquelles on s'engage pour construire des infrastructures routières et autres, ce n'est pas plus important que les infrastructures, comment on appelle ça, oui, mais l'un dans l'autre aujourd'hui, quelle est la vitrine qu'on peut montrer au niveau de l'enseignement supérieur qui peut donner de l'espoir? Par exemple, Moussa a parlé de Kabbalah et d'autres. Oui, non, mais j'y arrive. Ça y est, donc il y a une politique, il faut que les gens comprennent, Kabbalah entre dans la vision justement de la politique des pôles universitaires. Parce que l'étude, la programmation, les études dont j'ai parlé, on dit il faut tous les 10 ans essayer de faire 2 pôles universitaires. On a fait l'étude de programmation budgétaire et on avait fait les études sur Ségou, Sikasso, Mopti et Caille. Et on a entamé tout de suite l'université de Ségou. Mais vous savez, le premier dossier qu'on a monté lorsqu'on est allé,
sur le programme triennal d'investissement, nous avons demandé 3,5 milliards, donc sur 3 ans. Et pour l'année de démarrage, 1 milliard. Et sur les 1 milliard, vous savez combien on a inscrit? 300 millions. Donc nous, on fait avec les réalités de la trésorerie du budget national. Qu'à cela ne tienne, avec ces 300 millions, nous avons fait un dossier d'appel d'offres qui nous a permis effectivement de monter un dossier technique tel qu'on a eu un entrepreneur qui a accepté de préfinancer. C'est un entrepreneur chinois. Et c'est comme ça qu'on a eu l'amphi de 500 places de Ségou. Et qui n'a pas son pareil dans notre pays. Parce que les acoustiques et tout, on l'a travaillé. Maintenant, dans le cadre des pôles universitaires, en plus de Ségou, nous avons positionné sur Bamako pour la déconcentration de l'unique université qui existait, vraiment les effectifs. Parce que nous ne voulons pas que les universités qui sont dans les régions soient simplement là pour déconcentrer Bamako. Il faut qu'ils prennent un autre pli, que leur formation et les filières qu'ils mettent en place soient adaptées aux besoins, comment on appelle ça, de l'économie. Et que ces universités soient capables d'induire le développement local et régional. Donc on a développé parallèlement aux pôles régionaux, donc dans les régions, on a dit il faut, pour la déconcentration de Bamako, créer des sites dans la proximité de Bamako ici, pour aussi effectivement avoir de meilleures conditions d'accueil. D'où le projet de Kabbalah, où on a 103 hectares. Et qui va devenir un deuxième pôle universitaire ici à Bamako. Bon, c'est en cours, hein. C'est en cours. Et maintenant, attendez, il y a aussi Kati, où nous disposons de 50 hectares. Ce n'est pas loin de votre... Ce n'est pas les terres qui manquent. C'est pas les terres qui manquent. C'est pas une question de terre. Oui, question pas parce que professeur, on veut avoir la vision... Oui. Si vous n'avez pas les sites sécurisés, vous n'aurez aucun investisseur. Donc ne dites pas que ce n'est pas les terres qui manquent. Vous allez vous lever aujourd'hui pour chercher des terres. Mais à la démarche où on va, au niveau de, quand vous dites que vous demandez 1 milliard, on vous donne 300 millions, je dis que ça c'est une vitesse tortue quand même. Oui, mais ça c'est le budget national. Maintenant que les partenaires techniques et financiers s'intéressent maintenant à l'enseignement supérieur, mais nous introduisons d'autres requêtes. La preuve est que pour Kabbalah, autant l'État a accepté de prendre en charge la zone résidentielle pour construire les résidences universitaires, autant nous avons eu l'engagement du gouvernement chinois pour construire les infrastructures pédagogiques administratives. Nous avons d'autres requêtes en cours qui ont été introduites auprès d'autres bailleurs de fonds. Voyez? Et pendant ce temps, les étudiants attendent dans ce nombre dans les facultés. Parlez-nous maintenant, parce que vous avez abordé la politique de localisation à Ségou, à Kabbalah. Comment se fera la coordination des enseignements dans tout ça? Oui, mais justement, c'est pour vous amener maintenant que ce n'est pas seulement les murs. Il y a un projet que nous avons depuis 2008 de création d'un centre multimédia, c'est-à-dire une plateforme de ressources antiques, donc qui crée un plateau technique, qui forme des enseignants pour que, effectivement, les TIC, les techniques de l'information et de la communication, avec le plateau technique, on puisse avoir des formations ouvertes à distance, on puisse avoir des cours en ligne, on puisse avoir l'accès à l'information scientifique, les infothèques, etc. Mais vous savez quoi? Mais quand vous introduisez ça au niveau du budget national, il n'y a pas de ressources. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que c'est trop facile que lorsqu'on nous interpelle, on interpelle les ministres de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit une fois à mes collègues de l'Assemblée nationale, vous interpellez, vous dites, oui, une université qui n'a pas de bibliothèque universitaire. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez voté pour la bibliothèque universitaire centrale? Pourtant, nous avons des dossiers que nous introduisons et c'est vous qui votez les budgets. Alors, c'est facile pour chacun d'entre nous, tout pour les parents, pour les étudiants, de se lever et de critiquer l'autorité de tutelle. Mais l'autorité de tutelle, ce n'est pas lui qui a les ressources. Bon, d'accord, peut-être qu'on va demander au professeur Haïdara, parce qu'il était là aux affaires quand même, il sait, vous avez parlé de délocalisation et de la coordination des enseignements en son temps. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la marche de la délocalisation programmée, parce qu'on avait dit qu'il y aurait des universités, des facultés à Kaï, à Sikasso, un peu partout dans le Mali. C'était un beau programme du temps du PRODEC. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces projets-là?
Je pense que c'est absolument une nécessité de développer les universités dans les régions. Maintenant, quant au rythme de développement de ces universités, il faut voir d'abord, on a commencé par l'université de Ségou. Mais à l'université de Ségou, quelles sont les conditions de travail? Là encore, c'est pas des conditions agréables. On a évidemment pu avoir un bon amphithéâtre, on a pu avoir les espaces pour construire, on a pu avoir un programme qui est centré sur le développement, sur les besoins de développement de la région. Donc c'est un exemple qu'on est en train d'abord de voir pour voir comment on peut améliorer ça et dupliquer ça dans d'autres régions. Probablement, peut-être, la prochaine région, ce sera la région de Sikasso. Mais on ne va pas se précipiter comme ça pour dire on va implanter des universités. Non, c'est vous qui avez parlé du CPS. Vous avez parlé du taux. En 98, il y avait 10 000 étudiants. Oui, aujourd'hui, nous sommes à 108 000. Alors, mais si au rythme de la progression, comme vous l'avez dit, bon, en termes de professeurs, en progression exponentielle, et si les infrastructures ne suivent pas, nous allons quand même avoir un tableau sombre. Non. Si on construisait toutes les universités dans les régions, ça ne va pas changer parce que ce sont les étudiants qui viennent de ces régions-là qui sont à Bamako maintenant. Ils vont tout simplement, peut-être, on va tout simplement un peu soulager, désengorger Bamako, mais c'est les mêmes effectifs qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un problème, mais l'essentiel n'est pas tellement ça. L'essentiel c'est qu'une université doit s'inscrire comme un pôle de développement. En construisant une université dans une région, l'université va booster, en quelque sorte, avec les ressources humaines qui vont être formées et qui vont, certainement certains vont rester sur place, en prenant en compte les réalités économiques du pays, de la région. Donc ça va amener une certaine dynamique de développement de la région. C'est pour ça que ce n'est pas, l'objectif même, ce n'est pas de désengorger Bamako. Mais l'objectif vraiment, c'est de créer des pôles de développement régionaux dans les régions. Mais malheureusement... non, il n'y a pas de malheureusement. Tout ça, ça se fait quand même à un certain rythme, suivant une certaine étude et les moyens qu'on peut dégager pour les mettre en place. Lorsqu'on a mis l'université de Ségou en place, on n'a pas toutes les infrastructures tout de suite. On n'a pas tous les moyens tout de suite. Si on se précipite encore pour aller faire Sikasso, évidemment on va le faire. Ça va quand même obliger, parce que nous aurons un établissement créé par la loi, donc il y aura un poste budgétaire au niveau du budget national. Donc ça va quand même obliger le gouvernement à mettre de l'argent là-bas, même si ce n'est pas suffisant. Et on va commencer à... Mais tout ça, ça doit se faire dans le cadre quand même d'une étude, comme Drissa l'a dit. On ne va pas se précipiter comme ça parce qu'on l'a décidé. Quand on décide comme ça une politique, ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous avons un document de politique qui a été adopté en 2009 par le gouvernement, de politique d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. C'est la première fois qu'on a eu ce document-là, de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais ce document a un plan d'action qui va de 2010 à 2015. Et on n'en est pas encore là. Et c'est dans cet espace-là, temporel, qu'on doit développer maintenant. On n'est même pas sûr que... Pourtant, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas vous-même sûr de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Parce que vous avez critiqué la CPS, vous avez dit qu'il n'y a pas de projection. Vous avez dit qu'il n'y a pas de CPS. Il n'y a pas de CPS. Alors, dégagez-vous un peu de ce que vous avez comme... parce que c'est les gens qui vous suivent, ils savent que vous avez des ressources en la matière pour nous dire quel tableau de bord faut-il avoir. La cellule de planification fait des statistiques et à partir de programmation. De ces statistiques, fait une projection. Et à partir de là, on peut dire que sur un espace de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà les besoins qui vont se dégager. Maintenant, dégager les besoins et bâtir une politique, c'est deux choses différentes. La CPS peut donner une photographie de la situation. Maintenant, bâtir une politique autour de cela... Ça dépendra de qui alors, professeur Keita. Bâtir une politique et l'exécuter, ça dépendra de qui? Du ministère. Du ministère. Vous êtes du ministère?
Non, je voulais qu'on ordonne le débat, que Keïta aussi se prononce par rapport à cet aspect, parce qu'il vit la situation. Je pense que cet aspect, comme ils l'ont dit, la politique d'implémentation des pôles universitaires au niveau des régions doit répondre bien entendu aux soucis de développement, à l'adéquation avec les besoins de la région. Cela doit aller de pair aussi avec la production des ressources humaines, l'encadrement. Ça ne suffit pas d'avoir des pôles universitaires, il faut avoir des enseignants. Tout ça doit aller de pair. Donc cette progression ne peut pas aller à la vitesse souhaitée parce que la cadence de production de la ressource humaine ne peut pas aller vite. Donc, petit exemple. Pendant ce temps, les autres régions vont attendre? Non. Plus longtemps? Elles ne vont pas attendre dans la mesure où les étudiants de ces régions sont là. Ils sont en train d'être formés. À plus de 200 par salle? À plus de 200 par salle, bien entendu. Mais j'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas l'amphithéâtre seulement qui est l'élément déterminant pour la formation. Les étudiants peuvent accéder aux ressources éducationnelles autrement par les nouvelles technologies que d'aller dans l'amphithéâtre. Donc il y a deux moyens pour résoudre ce problème d'effectifs. Moi je prends plutôt cet effectif-là comme une chance d'ailleurs, parce que quand même c'est des têtes pensantes qu'on est en train de former. C'est des intellectuels, c'est des gens qu'on peut redéployer ailleurs. Ils peuvent être reconvertis, reformatés pour les besoins de la cause. Mais pour absorber ce problème-là, il faut faire l'approche technologique. Il a dit, le professeur Diakité tout à l'heure, le centre multimédia qui est en chantier, qui va avoir le jour très prochainement, peut aider à cela. Et parallèlement, les pôles régionaux vont être développés. Et nous allons former, parce qu'on est en train de plancher sur les écoles doctorales pour la production des enseignants. Et ces enseignants vont sortir de ces écoles doctorales-là pour prendre le relais au niveau des régions. Ça veut dire que la politique est en marche, mais la cadence n'est pas souhaitée, honnêtement pour parler. Voilà. Monsieur le directeur de la recherche. Bon, je pense que par rapport à la décentralisation, il faut savoir quelle université pour quelle région. Parce que déjà, les régions n'ont pas, au point de vue du développement, les mêmes atouts et les mêmes avantages comparatifs. Bon, bien que l'ensemble du Mali, l'un des secteurs clés soit le développement rural, mais même là, il y a des différences entre les régions. Au point de vue, il y a des régions où l'agriculture, au sens strict du mot, soit l'atout principal, d'autres c'est la pêche, d'autres c'est l'élevage. Et sur un autre plan, il y a des régions où les mines prédominent. Ça, c'est à titre d'exemple. Donc, la politique doit tracer le cadre global et dans ce cadre global, fixer les orientations. Et dans l'application, on peut, comme on l'a fait à Ségou, l'université de Ségou, où il y a un volet agro-pastoral qui actuellement est en train, au-delà de tout ce qu'on dit, créer une synergie entre l'enseignement et la recherche agricole. Parce que nous avons beaucoup de chercheurs qui enseignent à Ségou, à l'université de Ségou. Donc ça, c'est un exemple. Peut-être le rythme est lent, mais il faut aller dans ce sens. Par rapport à l'avantage comparatif de la région, bâtir l'université qui va permettre aussi d'utiliser les ressources humaines disponibles et aussi de produire des ressources humaines dont on a besoin. Donc ça serait une formation orientée plus vers le besoin de développement, comme ils l'ont dit tantôt. Professeur Diallo, vous, au niveau de la réforme, est-ce qu'une réforme peut aller sans ces infrastructures-là qu'il faut mettre à disposition? Non, la réponse est évidemment non. On a parlé d'infrastructures, il y a les infrastructures physiques, ils l'ont dit tout à l'heure, il y a l'Internet. Un des gros besoins de l'université aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse arriver à mettre la fibre optique à la disposition des structures. Je pense que si la fibre optique arrive au niveau de chaque structure, on aura fait un grand pas pour répondre justement aux formations à distance, à la mise en ligne des cours et à la mise en place des plateformes virtuelles. Ça, c'est très important. Donc, quand on parle d'infrastructure, il y a les murs, mais il y a aussi le virtuel. Ceci dit, la réforme ne peut pas aller bien sûr sans les infrastructures. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une nouvelle dynamique. On ne va plus s'asseoir dans les bureaux pour écrire des programmes de formation. L'idée, c'est de s'apercevoir, de percevoir la pertinence sociale des formations, la pertinence économique et la pertinence
institutionnelle. Ça, c'est très important. Ceci amène les universitaires à s'ouvrir au monde du travail, à la société, pour que désormais les besoins de la société soient pris en compte dans les programmes de formation. Ça, c'est un aspect très important pour dire que désormais, pour l'élaboration des filières, on va aller dans cette direction. Ceci dit, quand on fait des programmes, on doit dégager aussi les besoins en termes de matériel, en termes d'équipement et en termes d'infrastructure. Il y a les murs, il y a aussi le virtuel, parce que les LMD, bien sûr, ça ne pourra pas aller sans le développement de la formation en utilisant les TIC, pour dire qu'il faudrait qu'on fasse face à ce problème de flux. L'université a une mission sociale, les bacheliers, on en forme beaucoup au Mali. Souvent, on est même inquiet parce qu'au rythme où on partait, heureusement en 2012, il y a eu moins de bacheliers parce que ce que j'appelle le baccalauréat politique a peut-être, on y a mis fin. Si on continue avec cette progression, je pense qu'on serait complètement démunis d'ici 2 ans pour faire face au flux d'étudiants. Je disais qu'on a un rôle social. Nous ne pouvons pas refuser les étudiants qui arrivent, les bacheliers qui arrivent. Ça amène le problème de gestion des flux. L'utilisation des TIC, à mon avis, est un outil très important pour faire face à cette problématique. Maintenant, nous allons ouvrir ce volet des étudiants et les modalités d'inscription dans les universités. Moussa Rimaïga. Merci Abbas. Je crois qu'à ce niveau, j'ai une question à monsieur le recteur de l'université. Les étudiants maliens, on est à combien aujourd'hui? Combien sont-ils dans nos universités? Dans nos universités, on a 108 000 étudiants environ, dans nos 4 universités de Bamako. Plus Ségou qui avoisine environ les 700. Les 700. Oui. Alors, comment s'inscrire dans une université et pourquoi? J'aimerais, avant d'aborder cette question, dire d'abord que l'inscription, c'est celle qui donne le droit au statut d'étudiant. N'est pas étudiant celui qui n'est pas inscrit. Le préalable. Le préalable. Deuxième vérité, l'inscription est annuelle, elle est individuelle. Chaque année, il faut s'inscrire. L'étudiant doit s'inscrire, sinon il cesse d'être étudiant. Troisièmement, l'inscription donne droit à l'accès aux salles d'examen pour être évalué. Il faut que tout le monde comprenne cela. Ceci étant dit, quand les étudiants nous arrivent après le bac, ils ont un statut de bachelier régulier, ils s'inscrivent au choix dans les facultés selon leur orientation scientifique ou littéraire. Donc le bac les permet d'accéder à l'université et l'accès est individuel. Donc au niveau primaire, cette inscription, les conditions sont liées à l'obtention du bac ou au diplôme équivalent. Le deuxième cycle maintenant, cela varie selon les universités. Pour parler de ce qui est par exemple de la faculté de médecine, quand ils auront bouclé la première phase de formation doctorale, d'autres conditions sont nécessaires pour accéder au cycle de spécialité, notamment avoir le doctorat, passer à un probatoire d'examen dont les conditions sont fixées par le coordinateur. Vu de l'extérieur, il semble qu'on ne sait pas quand commencent et quand finissent les inscriptions chez vous. Vous avez tout à fait raison. Les années successives qui se sont déroulées dans la crise, parce qu'il faut le dire, nous avons toujours agi sous la dictature des urgences, qui font que les années universitaires, on n'a pas le début et la fin bien calés. Ce qui fait que les mouvements sociaux ont toujours fait bouger les lignes. Sinon, l'idéal est que au mois d'octobre, ou plus tard, le 31 août, que toutes les inscriptions finissent. Mais il nous arrive ces dernières années que les inscriptions continuent. Et cela est lié à ce que j'ai dit, les troubles sociaux. Un étudiant malien, je ne sais pas si la question, vous la partagez ou bien vous pouvez répondre. Et il coûte combien à l'État malien? Un étudiant malien coûte très cher. On était dans une conférence de presse le samedi où nous avons dit que l'éducation n'a pas de prix. Tout à fait. J'ai rétorqué que l'éducation a un coût. Oui. Ça pose des problèmes justement des inscriptions, des droits d'inscription. Vous savez, au Mali, un étudiant, il paye 5 000 francs par an. Comme frais d'inscription. Frais d'inscription. Bon, on a même ajouté 1 000 francs maintenant, 6 000 francs pour les cartes d'étudiants, 1 000 francs pour la carte d'étudiant. Et si on prend les cartes des médecins, ça voudra dire qu'avec 65 000 à 35 000 francs, un médecin est formé. C'est l'investissement de l'étudiant dans sa formation.
35 000 francs. On est obligé de nous débattre, non seulement pour payer des heures supplémentaires, mais également pour payer ce qu'on appelle consommable. Parce qu'on ne peut pas former un scientifique seulement avec un cahier et un stylo. Il faut des laboratoires, il faut des travaux pratiques, mais qui dit travaux pratiques dit également équipement, mais dit aussi consommable. Et ça coûte très très cher. On n'a pas fait d'évaluation, mais je vous garantis que ça coûte très très cher. C'est pourquoi souvent on se plaint du niveau de la qualité de la formation. C'est qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre avec nuance. Autant on était tous fiers il y a 20 ans de notre enseignement, de façon générale, autant on ne l'est pas aujourd'hui. Mais ceci ne veut pas dire que les produits sont tous mauvais. Il y a des produits de très bonne qualité formés dans toutes nos structures. Et aujourd'hui à Bamako et ailleurs. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on fasse attention. Comme on dit, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Voilà. Oui, à côté de ça, à côté du coût, est-ce que tout le monde est boursier? Est-ce que les 108 000 sont tous boursiers? Tout le monde n'est pas boursier. Il y a des critères de bourse. Chaque étudiant qui arrive doit respecter un certain nombre de critères. Il y a les critères de performance au lycée. Il ne faut pas avoir redoublé beaucoup. Il y a aussi les critères d'indigence. Par exemple, les enfants de parents pauvres ont une chance d'avoir la bourse. Qu'est-ce que ça, c'est important pour ça. C'est ce qu'on appelle les critères d'indigence. On doit savoir qu'un parent qui n'a pas les ressources pour faire face au financement des études de son enfant, que cet enfant a obligatoirement, en tout cas pour l'instant, droit à une bourse. Mais une fois que l'étudiant, même s'il n'est pas boursier en première année, a la chance de passer en classe supérieure, il a automatiquement la bourse. Il y a le genre aussi. Oui, il y a l'aspect genre. Par exemple, une fille, par exemple, peut avoir 10 de moyenne et avoir la bourse, alors qu'un garçon a 11 de moyenne, il ne l'a pas. Voilà, on favorise justement. Mais professeur, est-ce qu'à niveau de l'université, le renvoi est possible? Oui, mais pour épuisement de scolarité ou pour indiscipline caractérisée. Hein? Hormis ces deux aspects. Ah, mais on peut abandonner aussi. Hein? Sur la question, moi j'ai plutôt relancé avec le directeur de l'enseignement supérieur. Il y a un aspect que je voulais aborder sur le partage des coûts de formation. C'est ça le problème. Ce n'est pas le Mali seulement qui est en cause. C'est que nos États sont des États fragiles, où toute instabilité peut effectivement faire partir un gouvernement. Donc, sinon les universités normalement ont l'autonomie. Donc ils devraient pouvoir décider des frais d'inscription au niveau de leur structure. Mais aujourd'hui, pratiquement dans aucun de nos pays, les universitaires ne sont libres effectivement de faire une vérité des coûts pour que les étudiants partagent les coûts de leur formation. Vous savez, on est à 5 000 depuis la création de l'université. Et nous, du temps où j'étais doyen, au niveau de l'université, on avait dit que seuls les bacheliers réguliers payaient ces 5 000, mais les irréguliers, candidats libres et tout, payaient 50 000 francs. Mais vous savez que le gouvernement, parce qu'il y a eu la pression de l'AIM, a décidé, alors que les gens avaient même payé, donc qu'on leur rembourse les 45 000 francs. Donc, en même temps, il est inscrit dans les textes des universités qu'ils peuvent s'engager. Je sais que pour les établissements techniques comme l'ENI ou l'IPR de Katibougou, parce qu'on sait qu'ils peuvent peut-être générer des ressources, ils peuvent aller dans des contrats de prêts et autres là jusqu'à 500 millions. Mais les autres, je crois que c'est 100 millions. Mais quelle est l'université qui va pouvoir s'engager dans des endettements alors que tu n'es pas sûr que toi-même tu génères des ressources propres telles que tu peux effectivement te faire une programmation pour rembourser ce que tu as emprunté? Alors ça fait que on devient totalement tributaire du budget national, sauf ce qu'on peut obtenir dans le cadre des coopérations de recherche où effectivement les gens, parce qu'ils voient la qualité de certains de nos laboratoires qui sont des laboratoires d'excellence, viennent, ils sont prêts à investir pour la recherche parce que c'est un renforcement de capacité pour eux aussi. Sinon,
Donc les universités sont démunies et sont liées totalement, comment on appelle ça, aux ressources de l'État. Alors qu'elles devraient pouvoir, avec justement la notion de responsabilité sociale et d'imputabilité, faire en sorte de générer des ressources. Et même pour compétir au niveau des marchés publics. Donc je pense qu'il faut que nos universités, et surtout là où il y a des formations, comment on appelle ça, professionnalisantes ou dans les domaines de l'agriculture, de l'ingénierie et tout ça là, qu'ils puissent éventuellement créer des bureaux d'études en leur sein pour pouvoir compétir et même payer des impôts pour pouvoir compétir, pour avoir des marchés. Donc il faut qu'on aille dans tous ces sens-là parce que si on reste tributaire de l'État, il est tout à fait évident que compte tenu, comment on appelle ça, de la configuration de notre économie, nous resterons les parents pauvres, quoi qu'on dise. C'est important. Et sur la question, professeur Aïdara, vous êtes aujourd'hui l'un du système relativement. Est-ce que vous avez la conviction que nos étudiants sont bien orientés à l'université? Bien orientés? Bien orientés. Est-ce qu'on oriente des étudiants? À regarder le père, je précise ma question, il y a des filières qui sont totalement remplies par rapport à d'autres et qui ne correspondent pas au problème de l'emploi, par exemple. Oui. Parce que pour moi, pour accéder à une filière, il faut bien qu'on puisse voir à l'arrivée, n'est-ce pas, les débouchés auxquels on s'attend. Mais ce n'est pas le cas, exemple. Oui, ça vous avez tout à fait raison quand on dit souvent d'ailleurs que nos universités fabriquent des chômeurs. Oui. Mais dans la perspective, je crois qu'il faut parler de cela. Les universités vont avoir assez d'autonomie quand même pour pouvoir moduler leurs offres de formation en fonction des besoins du marché de l'emploi. C'est-à-dire que l'université doit elle-même d'abord prospecter le marché de l'emploi pour dire telle formation n'est plus pertinente, donc on l'arrête. Mais par contre, il y a beaucoup de demandes dans telle autre formation, donc c'est vraiment les petits, mais pas même de lointaines perspectives, même dans le cas que les universités vont. Ça, c'est pas une perspective très très lointaine. Oui, vous avez vu les universités voisines, vous avez dit que la réalité malienne n'est pas loin de celle du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, on avait essayé de venir au secours par les frais d'inscription au secours des universités, mais ça n'a pas été facile. Hein? Non, c'est pas facile. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois que dans tous les pays du mois, on est en train d'aller à peu près dans cette configuration où les universités vraiment doivent revoir leurs offres de formation. Ça, ce n'est pas seulement une réforme malienne en réalité. C'est pratiquement toute la sous-région où les universités étaient dans un réseau ensemble, mais le réseau ne marche plus tellement maintenant, le RESAO, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, qui pense beaucoup pour les programmes de formation. Wateni, je crois, en faisait partie dans le RESAO, et l'offre de formation, et même en quelque sorte former un pôle au niveau de la région où on peut dire tel pays a des avantages comparatifs dans ce sens, donc on va développer telle formation ici, on va développer telle formation là, et avec une mobilité des étudiants entre les différents pays. Je pense que ça c'est un peu pour résoudre tous ces problèmes-là. C'est le directeur de la recherche. Bon, je voudrais quand même rebondir un peu sur les inscriptions. D'une manière générale, on a parlé de l'université ou l'école publique. On n'a pas beaucoup parlé du privé. Donc il y a quand même une réflexion à mener. Parce que la plupart de ce qu'on constate, c'est dans le public. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener pour voir comment, tout en voulant assurer le rôle social de l'université, arriver quand même à moduler un peu les choses pour les adapter. Vous avez parlé tantôt des sureffectifs ou dans certaines filières qui forment des chômeurs. Maintenant, si on mène la réflexion, l'État
si l'État veut changer ce genre de choses, ne serait-ce que par l'inscription, on peut quand même mettre des frais d'inscription qui découragent ceux qui n'ont pas la vocation d'aller dans ces universités. Je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un qui veut casser toutes les choses, mais je pense qu'il y a des réflexions à mener dans ce sens. Il y a également, il a parlé de l'offre de formation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une certaine rigidité, donc par rapport au changement de l'offre de formation. Bien que les compétences existent, dans certains cas, les études ont été faites, mais il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de changer rapidement le profil de l'offre de formation pour l'adapter aux besoins du marché du travail. Et ça, des mécanismes doivent être mis en place dans ce sens. Si aujourd'hui, peut-être c'est le mauvais exemple, on n'a pas besoin de beaucoup de juristes ou de philosophes, mais à l'intérieur même de ces disciplines, il y a des créneaux quand même porteurs sur lesquels on peut moduler l'offre de formation pour prendre en compte ce genre de formation. Actuellement, au niveau mondial, la propriété intellectuelle est une question qui se pose actuellement, surtout pour nos pays en développement. Donc, bâtir des profils de juristes sur ces aspects, ce n'est qu'un exemple, peut-être c'est même pas le bon exemple, mais bâtir des profils de formation sur ces créneaux peut permettre quand même d'orienter. Mais il faut une certaine flexibilité pour la mise en œuvre de ces réflexions. Donc ça, c'est ce que je voulais. Je pense que ça, tout ce que vous venez de dire rentre dans le cadre d'une réforme globale. Et la réforme LMD n'est pas un parent pauvre de la réforme globale. Et on voulait savoir avec vous, professeur Diallo, la réforme LMD, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, la réforme LMD, c'est, comme je l'ai dit souvent, c'est la mondialisation en fait, de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a essentiellement 3 grands objectifs. Le premier, c'est de rendre les diplômes lisibles. Cela veut dire quoi? Quand un diplômé vous présente son diplôme, vous ne devez pas l'interpréter avec une ambiguïté quelconque. Cela veut dire quoi? LMD même, c'est un acronyme qui signifie licence, master, doctorat. Quand quelqu'un vous présente sa licence, vous ne devez pas l'interpréter différemment de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Donc c'est pourquoi je parle de lisibilité. Si vous voulez, avant, on avait une disparité de diplômes, surtout dans les pays francophones. On commence par le DEUG, 2 ans après le bac, le DUP, 2 ans après le bac, le DUT, 2 ans après le bac, la licence, la maîtrise, le DEA, le DESS, le doctorat, que certains appellent PhD. Donc en gros, 8 diplômes. Et le Mali a tout le temps envoyé ses enfants se former partout dans le monde. Et quand ils rentrent, on a souvent du mal à interpréter même les diplômes pour octroyer justement les équivalences. Donc le LMD répond à ces problèmes de lisibilité. Donc d'équivalence. Lisibilité. Maintenant, quelqu'un qui fait une licence au Canada, il arrive au Mali, il a une licence, aucun problème. Ou bien qu'il fasse en Chine, il arrive au Mali, aucun problème. Et vice-versa, parce que les diplômés maliens aussi peuvent aller ailleurs, soit pour poursuivre les études, soit pour chercher un travail. En plus de la lisibilité, il y a ce qu'on appelle la professionnalisation. On parlait tout à l'heure d'équipement, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Quand on fait un programme de formation, il faut être sûr d'avoir l'équipement derrière. Parce qu'on voudrait que désormais, quand un diplômé sorte, il soit prêt à aller sur le marché du travail. C'est ce qu'on appelle la professionnalisation. Ceci sous-entend qu'à l'intérieur même de l'université ou de la grande école, on est déjà prêt. On est prêt à aller affronter le marché du travail. C'est pourquoi tout à l'heure le professeur disait qu'il faut ce qu'on appelle des incubateurs au sein des universités. Autrement dit, l'étudiant, pendant sa formation, fait un peu de pratique, ou même beaucoup de pratique selon le type de diplôme qu'il prépare, pour qu'à sa sortie, il puisse aller s'insérer dans le monde professionnel. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est très important. Le troisième aspect important, c'est la mobilité. Les étudiants, nous sommes dans la mondialisation, on peut commencer une formation ici et aller la poursuivre où on veut, sans attendre
qu'on ait un diplôme sans attendre la fin d'une année, sans même attendre la fin d'un semestre, parce que l'LMD est organisé autour d'un semestre. Ceci signifie quoi? Vous êtes dans une formation ici à Bamako. Oui. Une formation similaire existe au Burkina Faso. Vous avez validé ce qu'on appelle les unités d'enseignement pendant le semestre. Vous n'en avez pas validé d'autres. Vous avez décidé d'aller poursuivre vos études au Burkina. Les Burkina, c'est ce qu'on fait. Ici à Bamako, nous aussi, on sait ce qu'ils font là-bas. L'étudiant, s'il désire donc partir poursuivre ses études à Ouaga, ou à Bobo-Dioulasso, ou ailleurs, les unités d'enseignement qu'il aura validées ici, il va se déplacer avec et ce sera reconnu comme tel. Ça veut dire qu'il n'aura pas à leur repasser à Ouagadougou. Donc le LMD facilite ce qu'on appelle la mobilité, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Il a parlé tout à l'heure du RESAO, c'est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, qui regroupe tous les pays de l'UEMOA. Au sein de ce RESAO, on a beaucoup travaillé ensemble depuis 2005 pour que cette mobilité des étudiants et des enseignants soit rendue la plus fluide possible. On est même arrivé à proposer, et je crois que certains pays l'appliquent déjà, à ce que justement un étudiant malien, quand il va aller au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou au Togo, qu'il paye les mêmes droits d'inscription que le national, que l'étudiant burkinabé, togolais ou ivoirien, et réciproquement. Les enseignants aussi doivent pouvoir se déplacer, parce que si les formations se ressemblent, je suis spécialiste d'une discipline, enfin, je suis dans une spécialité à Bamako. On exprime les besoins que je puisse participer à la formation à Lomé. Les collègues de Lomé peuvent m'inviter et je participe à la formation des étudiants togolais, réciproquement. Donc les LMD favorisent tout ça. Merci, professeur. Monsieur professeur Aïdara, vous avez été directeur de l'enseignement supérieur. À un certain moment, il y avait également la politique des enseignements des grandes écoles au Mali, qui étaient validées par le CAMES. Les diplômes étaient reconnus par le CAMES. Que reste-t-il de ces enseignements-là? C'est toujours reconnu par le Mali fait toujours partie du CAMES. Le CAMES, c'est un accord auquel participent 17 pays, aujourd'hui 17 pays africains. D'abord, je disais que le CAMES n'est pas seulement un accord, c'est un certain nombre d'accords. Maintenant, l'accord qui nous intéresse ici, c'est comment on appelle, CCI, qui évalue les enseignants et les chercheurs. Donc, à partir de là, puisque les enseignants et les chercheurs qui officient dans les universités ont les mêmes profils, les mêmes compétences, donc les diplômes qu'ils donnent aussi ont les mêmes valeurs. Enfin, il y a un accord aussi d'ailleurs sur la reconnaissance des diplômes au niveau de... C'est pourquoi j'ai dit un certain nombre d'accords. Il y a 4 accords en réalité au niveau du CAMES. Et le Mali a signé les 4 accords, donc la reconnaissance du diplôme. Donc, chaque université ou chaque grande école fait le montage de son dossier pour la reconnaissance des diplômes et il y a une instance qui se réunit chaque 2 ans, qui regarde donc les programmes, qui regarde aussi le profil des formateurs, parce qu'il n'y a pas que les programmes, il y a le profil des formateurs et tout. Et à partir de là, on a un certain nombre de diplômes qui sont reconnus au niveau du CAMES. Même au niveau du Mali actuellement, on est en train d'aller dans le sens de l'habilitation des diplômes. C'est-à-dire les diplômes donnés par les établissements, que ce soit des établissements publics ou des établissements privés, c'est pareil. Chaque établissement fait le montage de son dossier, qu'il soit public ou privé. Il demande plutôt l'habilitation au niveau de l'enseignement supérieur, où il y a une commission qui regarde la validité de ce diplôme, la pertinence du diplôme, le profil des formateurs, exactement comme au CAMES. Et donc, si le dossier passe, le diplôme est reconnu comme un diplôme d'État. Sinon, c'est un diplôme qui n'a pas une valeur de diplôme d'État, il peut être un diplôme d'université tout simplement. Donc, au niveau du CAMES, c'est pareil. Le Mali fait partie. Nous avons un certain nombre de diplômes qui sont reconnus à ce niveau-là. Oui, par rapport à ce qu'il venait de dire, professeur Diakité, les écoles, on a des grandes écoles. Est-ce que la réforme s'impose à ces écoles-là? Oui, bon, mais les gens y adhèrent aussi librement. Hein.
parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de médecine, bon, c'est à eux de voir s'ils peuvent développer des formations, parce qu'il faut éviter que, bon, par exemple, leur université forme seulement donc, dans le truc médecine. Peut-être qu'il y a des formations paramédicales qui peuvent se développer. Je crois qu'il y a même une réflexion en cours chez eux pour voir dans quelle mesure, dans le cadre de la réforme LMD, on peut développer, parce que des gens peuvent échouer à être des médecins. Mais comment après on peut les récupérer? Donc si on met des modules qui permettent effectivement cette flexibilité et cette souplesse dont le professeur Ouatteni a parlé, donc ça permet un glissement qui évite que vraiment on ait fait des investissements à perte. Mais je sais que la plupart de nos grandes écoles ici ont accepté effectivement d'adhérer effectivement au processus de la réforme LMD. Et ça me donne l'occasion, je pense que c'est important d'en parler, on a parlé du CAMES, mais aujourd'hui il y a un projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les pays membres de l'UEMOA. Donc les 8 pays membres de l'UEMOA, c'est différent du PADES. Hein. Il s'agit vraiment d'un programme dans le cadre de la communauté économique régionale qu'est l'UEMOA. Et il s'agit justement d'essayer d'harmoniser nos systèmes d'enseignement supérieur, évidemment en les tirant vers le haut. Donc il y a un programme qui porte sur la réforme LMD. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, ils ont décidé de soutenir donc, la création de 22 filières porteuses dans chaque pays de l'UEMOA. Et ce qui est intéressant dans ça, dans le processus, c'est que après, quand l'atelier de validation s'est réuni, on a vu, parce que dans le cadre du RESAO, il y a des domaines, puisque nous faisons partie de la même sous-région, il y a des domaines qui sont définis. Et donc, dans le cadre de ces domaines, on voit les filières que le Sénégal a priorisées. Bon, souvent, ça se recoupe avec les filières que le Mali a priorisées. Donc, ça crée une compatibilité entre nos formations, de telle sorte que nos étudiants peuvent, dans un cycle, décider d'aller poursuivre au Sénégal. En plus de ça, ils vont nous aider à implémenter ces filières porteuses-là. Donc, en créant ces filières, ça veut dire qu'ils nous ont aidés déjà à renforcer des capacités, parce que le professeur Ouatteni Diallo a dirigé vraiment une équipe, c'est-à-dire au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur de notre pays, y compris certains privés ont participé à ça. On a pu constituer des équipes spécialistes dans tel domaine à l'élaboration justement de curricula dans le cadre de LMD. Maintenant, il faut que nous-mêmes, on prenne l'initiative au sein de nos universités à faire en sorte que ces équipes-là soient des porteurs de projets et qu'avec nos propres moyens, on puisse continuer à répondre à nos besoins de formation en implémentant des moyens. Et c'est cette crainte que souvent nous avons, souvent de s'asseoir et d'attendre. Mais j'espère que concernant les universitaires, ils vont faire preuve, comme on appelle ça, d'initiative, de créativité, de façon à ce que ces équipes qu'on a constituées puissent, comment on appelle ça. Maintenant, dans le cadre de ce programme aussi, il y a eu la directive aussi sur les inscriptions de l'UEMOA, sur les frais d'inscription. C'est-à-dire que maintenant, il y a une directive qui nous impose que tout étudiant d'un pays membre de l'UEMOA est considéré comme un citoyen malien et donc doit payer les mêmes frais d'inscription, les 5 000 francs. Or aujourd'hui, monsieur le doyen est là, le recteur est là, bon, je crois que c'est 250 000 à 300 000 francs. Chez vous, c'est même 350 000, non? Voilà. Donc, 300 000 francs. Donc, ça veut dire que si on ne met pas en place une politique de partage des coûts pour les étudiants, ça veut dire que même les étudiants qui seraient venus du Burkina, de Niger et autres là, il va falloir qu'on ramène les frais d'inscription à 5 000. Donc, ça va être un manque à gagner. Or, l'État lui-même a des limites dans ses subventions aux universités. Donc, ça veut dire que c'est important. Et maintenant, en amont, excusez-moi, parce qu'il a parlé de quelque chose. Parce que dans l'UEMOA, il y a aussi ça, la directive sur le bac également. Parce qu'ils sont en train de faire en sorte qu'on ne puisse plus tricher sur les bacs.
Peut-être progressivement, on va même aller vers vraiment peut-être un bac unique, je ne sais pas. Parce que souvent, la qualité de nos produits, c'est lié aussi à la formation et aux compétences acquises en amont au niveau des lycées. Donc, au moins, l'UEMOA a pu faire en sorte qu'il y ait une fenêtre, une période, quoi. Dans la sous-région. Parce que ce qu'on voyait, c'est que parfois, des gens échouaient au bac au Burkina et venaient passer le bac au Mali. Et ça les réussissait. Voilà. Et à un moment donné, je crois que les autorités burkinabées nous avaient même saisis pour dire qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les accords que nous lions à eux, mais vraiment ils constatent ce fait-là. Donc si on ne prend pas des dispositions, vraiment ils risquent systématiquement de mettre en doute effectivement la qualité de notre bac. Donc l'UEMOA s'est investi pour que déjà les bacs s'organisent dans la même période. Et au-delà, on va essayer de voir comment on peut harmoniser même les programmes pour les bacs, etc. Il faut que ça aille vite. Ah oui, mais c'est vite quand même. Voilà, le recteur. Monsieur le recteur, cette question, quel est le regard des étudiants par rapport à toutes ces réformes? Bon, les étudiants regardent ces formes un peu avec un peu d'inquiétude parce qu'ils ne savent pas trop où ça les amène, ces réformes LMD. Mais pas plus tard que le samedi dernier, on a fait une conférence de presse où on a donné suffisamment d'informations en leur disant que c'est une chance pour eux parce que cette réforme LMD, on peut la considérer comme le passeport universel pour l'étudiant. Parce qu'il a dit tout à l'heure, celui qui a validé un crédit aujourd'hui au Mali peut aller ailleurs, passer à l'étape suivante sans se faire réévaluer. Donc sur ça, je voudrais ajouter aussi que la mission assignée par la tutelle aux universités, c'est de bâtir des universités de développement. Et cela ne peut aller que lorsqu'on développe des filières porteuses pour coller à la réalité économique. Et cela ne va pas aller sans rencontrer le monde du privé, notamment les industriels, le secteur minier, le secteur des services, pour aller les questionner sur leurs besoins, aller observer ce qu'ils font, déceler leurs besoins et mettre ensemble le contenu des programmes. Tout à l'heure, le professeur Diakité l'a dit, il ne faut pas qu'on s'asseye pour attendre toujours de l'extérieur qui nous aide à bâtir nos filières. Maintenant que nous avions été initiés à le faire à travers le PAES, je pense que nous-mêmes, on pourrait prendre la relève en faisant des filières en fonction des besoins. Donc, avant de faire le professeur. Oui, le professeur, parce que l'éducation, formation, emploi, parce que c'est ça aussi le problème des gens. Mais avant de répondre à cette question, est-ce qu'on peut savoir, nous avons le corps professoral nécessaire pour accompagner tout ça, là, pour accompagner la réforme dans ses entrailles? Bon, le terme adéquation, formation, emploi, je ne partage pas beaucoup ça. Le monde a évolué par rapport à l'adéquation, formation, emploi. On veut que des gens se forment, qui puissent travailler. Pour rester à la maison. Qui s'insèrent. Non, c'est différent. Nous n'allons pas regarder l'emploi et dire on va former pour avoir au poste. Non, ce n'est pas comme ça. Le diplômé est un entrepreneur potentiel. Mais là, Absolument. Non, parce que nous apprenons maintenant, les étudiants, on les appelle même plus des étudiants, on les appelle des apprenants. On leur apprend maintenant la création d'entreprises pour dire que s'ils sortent, il ne faut pas qu'ils attendent de la fonction publique un emploi forcément, ou bien d'une banque forcément un emploi. Ils doivent aussi, en fonction de leur formation, pouvoir créer des entreprises et être aussi employeurs. C'est pourquoi je n'aime pas trop cette appellation. Mais pourquoi vous êtes en plein là-dedans? Parce que ce que vous avez laissé, c'est une réforme. Justement, quand j'ai parlé tout à l'heure de professionnalisation, c'est l'aspect sous-jacent. On apprend un métier, pas forcément pour aller travailler pour quelqu'un. C'est ça qui est important. Avant, on n'avait pas cet aspect-là qui était pris en compte. Donc, j'ai dit que en même temps qu'ils forment, qu'on les forme, ils apprennent à créer des entreprises, ils font des études d'entrepreneuriat. Mais ça, c'est le souhaitable, professeur. Ça, c'est très important. Non, mais je dois le dire parce que c'est important. Par exemple, il y a des emplois qui n'existent pas du tout. Mais selon le développement de la technologie, on peut bâtir. Si vous prenez le développement des nouvelles technologies, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Les start-up. Mais on a créé des emplois autour de ces nouvelles technologies qui n'existaient pas, des emplois qu'on a créés.
Donc un étudiant qui est formé, la recherche a développé de nouvelles technologies, des innovations. Autour de ça, on peut bâtir, on peut créer des emplois nouveaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire formation-emploi, parce que quand vous parlez comme ça, on voit que les emplois existants. Mais on peut créer de nouveaux emplois en fonction du développement de la technologie et de la science. Mais pour pourvoir à ces emplois qu'on va créer, ces nouveaux emplois qu'on va créer, faut-il aussi qu'il y ait une formation qui est là, qui accompagne. Absolument. Donc nous parlons le même langage. Peut-être que si la conjonction de coordination... Oui, je vais répondre à votre question maintenant. Il a dit tout à l'heure quelque chose qui est très important. Nous avons élaboré 22 filières avec l'appui de l'EMOA. 22 filières porteuses. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas assis dans le bureau en fonction de nos diplômes pour préparer des programmes, parce que je suis spécialiste dans ça, je vais faire un programme pour que les étudiants que je vais former soient à mon image. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait des enquêtes. Autour de chaque filière, on a mis un groupe de 3 à 4 personnes pour chaque filière. Si vous faites la multiplication, on a formé à peu près 70 professeurs de toutes les structures, des écoles et des universités de Bamako et des Ségou. Ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des enquêtes. Quand j'ai parlé de pertinence sociale, il s'agit de ça. Qu'est-ce que la société attend de l'université? Qu'est-ce que l'économie attend de l'université? Est-ce que ça c'est nouveau ça? Parce que de toute façon, c'est une nouvelle démarche. Non, ça a été tout. Vous avez parlé des filières tout à l'heure où vous avez, quelqu'un l'a dit l'autre jour, 30 000 étudiants dans une seule faculté de droit par exemple. Pour faire droit. Alors que le mot droit, ça peut contenir beaucoup de choses. Tout à fait. Vous avez parlé aussi d'orientation, même si le professeur a dit que non. Les LMD, justement, arrivent pour faire face à ces problèmes. Il faut que désormais dans les structures, il y ait ce qu'on appelle des organes chargés de l'orientation des étudiants. Qu'on leur dise, si vous faites ça, ça peut vous amener à telle chose. Les étudiants doivent avoir ces informations désormais. Et les filières doivent être élaborées pour répondre, pas aux besoins de l'emploi, mais pour répondre aux besoins de la société malienne ou bien de la société sous-régionale. C'est comme ça la nouvelle philosophie. Oui, pour ça, je vais réagir. À partir de là, les filières sont élaborées. On a parlé de pertinence sociale, de pertinence économique. Il y a ce qu'on appelle la pertinence institutionnelle. Chaque institution d'enseignement supérieur, au regard des filières développées, va dire voilà, telle filière, je peux l'implanter chez moi parce que j'ai les ressources humaines pour. Ça pose justement le problème des ressources humaines. Est-ce que j'ai les ressources humaines pour faire face à telle formation? Ça, c'est un. De deux, est-ce que j'ai l'équipement nécessaire pour faire face à cette formation? Si oui, est-ce que j'ai les infrastructures, pour parler cette fois-ci de façon globale? Est-ce que j'ai les infrastructures? Si ces trois questions sont répondues, et si au préalable, l'institution a décelé la pertinence de cette formation pour l'implanter, elle l'implante. Et on a développé des filières pour le Mali. Il s'agit des établissements publics aussi bien que des établissements privés. Derrière cela, on est même arrivé à convaincre la Banque mondiale, nous avons prévu de développer 50 nouvelles filières, parce que 22 filières ne peuvent pas prendre en compte tous les besoins de formation du Mali. Donc la Banque mondiale est d'accord pour financer 50 nouvelles filières. Du moment où ce financement sera en place, nous allons encore élargir le spectre. Au lieu de 70, nous allons peut-être former jusqu'à 400 enseignants. D'accord, professeur. Pour développer de nouvelles filières. C'est-à-dire que on voit à travers ce qu'on vient de dire que le LMD a besoin d'avoir l'adhésion des différents acteurs. Parce que ça apparaît comme une réforme qui est adaptée à l'heure actuelle dans le contexte. Donc, il faut quand même, pour que les différents acteurs du système éducatif puissent adhérer, il faut vraiment les sensibiliser. Donc, faire beaucoup d'informations, de communication autour du système. Pas seulement que le système est bon, mais quelles sont ses exigences. Parce qu'il l'a dit tantôt, il faut réunir un certain nombre de conditions. Si les acteurs ne savent pas à quoi ils doivent s'attendre, ils ne peuvent pas adhérer totalement. Parce qu'en faisant une réforme, on dit toujours elle est bonne, il faut dire aussi
Quel est l'autre côté? Absolument. Très bien. L'autre versant de la réforme, est-ce que c'est un versant glissant? Est-ce que c'est un versant sécurisé? Professeur, vous voulez ajouter un mot pour qu'on aille au dernier thème? Non, ce travail de sensibilisation. A commencé il y a longtemps. Et c'est de la proximité, avec des séminaires, des ateliers qu'on fait dans les établissements. Ceux qui sont intéressés, voilà. Avec ceux qui sont intéressés, les étudiants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, du côté des enseignants, depuis ces programmes avec l'UOMOA, vous trouverez rarement les enseignants qui disent qu'ils sont contre. Maintenant, chez les étudiants, vous savez, hein, bon, d'accord. Mais il y a ce travail. Ce que je voulais dire, avant même les enquêtes, il y a quand même, comme on appelle ça dans le processus, d'abord l'identification des axes et des filières. Identification. Et dans ça, on a impliqué les chambres d'agriculture, les chambres de vie, les ordres professionnels. Dans le cas de l'UOMOA, il y a quand même la mutualisation des ressources. Si des ressources n'existent pas au Mali ici, où il y a peu de ressources, c'est qu'on a la chance que dans la vitrine, puisque les domaines que le Sénégal a choisis, les filières que le Sénégal, on voit ça, on voit les compétences aussi. Donc nous, on peut faire appel dans le cadre de la mobilité, parce qu'il y a des politiques régionales que l'UOMOA aussi est en train de mettre en place avec des actes de développement de l'enseignement supérieur et qui va permettre à des enseignants, lui, il va tous les jours donner des cours à Bobo Dioulassa, donc des Burkinabés aussi viennent donner des cours ici, comme des Sénégalais viennent donner des cours ici. Très donc bien. tout ça est important. Ça, c'est important à savoir. Ouais, vous dites. Ce que je voulais ajouter au cours du LMD, c'est surtout le fait de grève. L'ennemi numéro 1 du LMD, c'est les grèves. Parce qu'on raisonne en termes de semestre et non en termes d'année universitaire. Ça, c'est la notion nouvelle que tout le monde doit intégrer. Et si on perd une semaine de grève, 2 semaines de grève, voire des mois de grève, le semestre est foutu et on a l'impression d'être resté 3 ans dans la même classe sans bouger. C'est pour cela qu'il faut mettre l'accent sur ce. L'ennemi public numéro 1 du LMD, c'est les grèves. Aussi que ce soit du côté des enseignants ou du côté des étudiants. Que tout le monde intègre cette donnée-là et on va aller de là-bas. Très bien. Professeur Haïdara, nous sommes sur les rives de la recherche maintenant, la recherche scientifique d'une façon générale. Alors, vous avez conduit la recherche, vous êtes chercheur. Si on vous disait de nous dire en 2 mots aujourd'hui, quelle est la santé, le pouls de la recherche au Mali, c'est comment? Dans tous les séminaires, les ateliers, les rencontres que nous avons faites autour de la recherche, même au niveau du Forum national sur l'éducation, où on a parlé aussi de recherche, l'idée générale, c'est que, à l'image de l'enseignement supérieur de la recherche, se porte mal. Pourquoi? Parce que toujours, c'est l'éternel problème de financement de la recherche. Nous avons globalement, au Mali, si nous intégrons les chercheurs des universités et des institutions nationales de recherche, quelques 1300, peut-être 1400 chercheurs en tout. Et ils trouvent? Ils trouvent, ça c'est sûr. Mais ils ne publient pas. Le directeur de l'UPR est là, il publie. Il publie. Ils ont même des brevets. Souvent, donc, on trouve. Bien que les gens disent qu'on cherche toujours, on ne trouve pas, ils trouvent. Nous avons à peu près un peu plus d'une trentaine d'institutions qui font de la recherche aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de la santé, dans tous les domaines. Et il y a effectivement des résultats, même si ce n'est pas toujours à hauteur du souhait. Mais pour répondre vraiment à votre question, le sentiment général est que le financement nécessaire pour faire une bonne recherche. Mais c'est aussi un constat. J'ai été à un forum à Addis Abeba aussi sur la recherche. On a les mêmes sons de cloche partout. En tout cas, la recherche n'est pas financée à souhait. Peut-être parce que, si vous vous souvenez, en 2007, il y a les chefs d'État qui ont fait un engagement à Lagos pour dire qu'on va amener le financement de la recherche à 1% du PIB. Actuellement, la moyenne africaine du financement de la recherche, c'est 0,3% du PIB africain. Donc les chefs d'État se sont engagés depuis 2007 à essayer de tirer ça à 1%. Et
j'avoue que peut-être il y a 1 ou 2 pays seulement qui sont à peu près à ce niveau-là. Lesquels? Il y a le Rwanda, je crois. Il y a le Rwanda qui a même dépassé légèrement 1%. Et il y a l'Afrique du Sud, qui n'est pas tout à fait à 1%, mais qui n'est pas très loin. Bien, en quoi c'est important pour les chercheurs de publier ces résultats, professeur? Alors, le chercheur, c'est d'abord la publication scientifique. Un chercheur qui ne publie pas n'est pas d'abord connu au sein de sa communauté. Et un chercheur qui ne publie pas pour sa propre carrière, comme vous l'avez vu, on a parlé de CAMES, on a parlé de mobilité. Et tout ceci repose sur l'évaluation. Et l'évaluation, en grande partie, repose sur les publications. Et surtout les publications scientifiques. Donc, un chercheur qui ne publie pas ne peut pas aussi, dans les conditions actuelles, améliorer sa propre carrière. Donc ça, c'est la publication scientifique. La publication grand public, parce que c'est aussi une publication. Nous faisons surtout au Mali une recherche orientée plus vers la recherche appliquée et la recherche développement. Donc lorsque vous ne faites pas de publication pour les utilisateurs de vos résultats risquent de ne pas être connus et donc de ne pas être utilisés. Donc voilà pourquoi la publication est très importante pour les chercheurs. Maintenant, publier aussi à ces conditions. Pour publier, il faut avoir où publier. Il faut aussi être formé à comment faire la publication. Et il faut avoir aussi l'accompagnement nécessaire pour faire la publication. Et je pense que tout ceci concourt à ce que le chercheur soit productif. Donc sans publication, le chercheur pratiquement, il fait son travail pour lui. Très bien. Professeur, on va commencer par rapport au professeur Diallo. Nous sommes au terme de ce débat. Demain, quel est le meilleur et par quels moyens l'enseignement supérieur peut se hisser au niveau des autres enseignements, au niveau des autres États en Afrique, et surtout de ceux de l'UMOA, pour qu'on revendique la première place. Que faut-il faire? Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes dans un monde de compétition. Tout à l'heure, vous posiez la question si les chercheurs maliens publient. Nous avons les statistiques. Rien que pour l'USTTB, notre université, nous avons à peu près 600 publications de 2008 à aujourd'hui, au 31 décembre 2012, pour être précis. À peu près 600 publications. Pour dire qu'il y a la recherche au Mali. Vous n'êtes pas au courant certainement, parce qu'il y a cet aspect de vulgarisation qui nous manque à l'université, contrairement à l'Institut d'économie rurale. Mais je voulais vous rassurer, parce que c'est pour dire qu'on a pris cet aspect en compte. Toutes les universités, toutes les grandes écoles, aujourd'hui, sont en train de faire ce qu'on appelle les plans stratégiques de développement. L'idée, c'est qu'au bout, nous puissions avoir des contrats avec l'État malien sur la base d'engagement mutuel. L'université s'engage à atteindre un certain niveau de performance, que ce soit sur le plan de la gouvernance, le plan de la recherche, les aspects pédagogiques, tout ce dont on vient de parler, la réforme LMD, et aussi sur l'intégration des TIC, qui est incontournable aujourd'hui. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Une fois que ces contrats de performance seront signés avec l'État malien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons engagés à des résultats. Et dans 4 ans, nous serons jugés par rapport à ces résultats. Et ça, c'est une voie pour que nous puissions atteindre un niveau de perfection, si vous voulez. Je suis désolé, l'engagement, on va le retenir. Et au niveau de l'université aussi, là-bas? Oui, je pense que la recherche à l'université, c'est le parent pauvre actuellement, parce que nous sommes tellement absorbés par la charge pédagogique qui fait que la recherche universitaire au Mali ne se porte pas à hauteur de souhait. Il faudrait qu'on arrive à diminuer la charge pédagogique, que les enseignants aient du temps à réfléchir, à écrire d'abord des programmes de recherche et à compétir. C'est bien qu'il y a un fonds compétitif national pour la recherche,
qui n'est pas encore opérationnel. Mais l'essentiel des financements vient de l'extérieur, mais il faudrait avoir appris à écrire un programme de recherche et à compétir. Et cela ne peut aller que lorsqu'on dégage un peu du temps au détriment des charges pédagogiques. Et c'est cela qui plombe un peu la recherche. Professeur Aïdara, comment voyez-vous l'enseignement de demain et quel chemin il faut suivre rapidement pour ne pas être pris par l'engorgement du flux? L'enseignement de demain, je crois que Wateni l'a dit, c'est d'abord l'intégration de la formation, d'abord au niveau sous-régional, peut-être au-delà. Nous avons l'harmonisation des programmes de formation au niveau de la sous-région et nous avons donc la mobilité aussi bien des enseignants que des étudiants. Tout cela fait que nous aurons vraiment un espace universitaire interafricain qui fait que tout étudiant formé dans n'importe lequel de nos pays, dans un premier temps peut-être de l'UEMOA, peut être opérationnel dans les autres pays. Ça, je crois que ça, c'est directement l'avenir. On ne sera pas replié sur nous-mêmes pour former seulement pour l'économie malienne. Nous allons former pour l'économie sous-régionale. C'est pour ça qu'il parle de compétitivité. Tout comme les autres aussi forment pour la région et non seulement pour leur pays. Ça veut dire qu'il faut être absolument compétitif, il faut être à hauteur, parce que si vous n'êtes pas à hauteur, c'est les autres qui viendront prendre, c'est celui qui aura la performance qui va prendre le boulot. Docteur voilà. Oui, je pense que pour la recherche, il y a quand même un certain nombre de préalables qu'il faut réunir. Aujourd'hui, il n'y a pas un plan stratégique national de la recherche scientifique. Il y a des plans stratégiques sectoriels, comme au niveau de l'agriculture. Donc, pour que la recherche puisse vraiment être bien orientée sur les priorités du développement, il faut qu'il y ait un plan stratégique qui va servir de cadre pour l'exécution des programmes de recherche. Et autour de ce plan stratégique, on peut définir des priorités et les ressources humaines qui vont avec ces priorités au niveau non seulement des institutions de recherche, mais aussi au niveau de l'enseignement. Parce que aujourd'hui, les institutions de recherche n'ont pas toutes les compétences nécessaires. Et de l'autre côté, il y a des compétences au niveau de l'enseignement qui est sous-utilisé. Donc, il faut que l'ensemble de ces compétences puissent être réunies autour d'un plan stratégique. Il a parlé de fonds de recherche. Ce fonds de recherche aussi doit être un instrument pour fédérer l'enseignement et la recherche. Il faut qu'à terme, que notre enseignement soit basé de plus en plus sur nos résultats de recherche. Et ceci est extrêmement important. Parce que quand vous enseignez ce que vous trouvez, vous formez des gens qui sont dans la logique du développement de votre pays. Idrissa, professeur, nous allons certainement vous donner le mot de la fin de ce débat, en appelant certainement les étudiants, les élèves et l'État, n'est-ce pas, à mettre l'enseignement au-dessus de toutes les contingences. Ça doit être un attribut de souveraineté avec lequel il ne faut pas s'amuser, parce que l'avenir de notre pays dépend de cela demain. Oui, c'est pourquoi moi je dis que en investissant vraiment dans le développement des ressources humaines, c'est le meilleur de l'avenir de notre jeunesse qu'on bâtit. Donc il faut qu'on comprenne que le développement de l'enseignement supérieur est une nécessité en termes d'équité, mais aussi une nécessité en termes de justice, mais même une nécessité éthique. Parce que nous devons avoir des cadres qui soient capables de partager le savoir et de décider pour eux-mêmes, pour leur pays, pour son développement durable. Mais si nous n'avons pas un enseignement supérieur de qualité, ça veut dire que les autres là, qui depuis très longtemps nous ont tourné vers priorité à l'éducation de base, ça veut dire que c'est eux qui décident à notre place des priorités de développement dans notre pays. Donc il faut que notre pays comprenne, que notre gouvernement comprenne que le développement de l'enseignement supérieur est une priorité. Parce que c'est là que se fait la recherche. C'est parce que c'est là aussi que se font les innovations.
Et c'est là qu'on induit le plus la croissance pour le développement de notre pays. Il faut qu'on comprenne ça. Si vous voulez développer l'éducation de base, mais les manuels là, qui les fait? C'est un enseignant du supérieur qui élabore effectivement tous ces manuels, qui pour les laboratoires, comment vous avez les procédures et tout ça là, qui élabore tout ça. Donc c'est important. Le concept, oui. Voilà. Maintenant, si nous nous asseyons, alors que nous avons des projets en masse, hein, moi j'étais à un comité interministériel une fois à la primature, on nous dit, bon, il faut être proactif. Mais j'ai pris tous les dossiers que j'avais, parce que j'avais en charge les infrastructures, les projets et programmes, mais sur lesquels nous n'avons reçu aucun investissement. Est-ce que vous pouvez comprendre que notre université qui existe depuis maintenant, je ne sais pas combien, 96 ans maintenant, c'est quoi? C'est dans les 17 ans. Voilà, 17 ans, qu'on n'a pas encore de bibliothèque universitaire centrale. On a identifié un lieu là-bas. Mais on dit, bon, l'État ne peut pas inscrire. Mais l'État n'inscrit pas, aucun bailleur ne finance. Mais pourtant, on accuse tous les jours l'université. Vous êtes le dernier de la classe parce que vous n'avez même pas de bibliothèque. Moi, je dis, si on avait inscrit même, je ne sais pas combien de milliards par an là, hein, 1 milliard par an, on aurait déjà eu une bibliothèque universitaire. Maintenant, Madame, les nouvelles approches pédagogiques, c'est important. Madame, Monsieur, nous sommes donc au terme de ce débat. Et le professeur a tout dit. Et je pense qu'avec les professeurs, on ne finit jamais de parler. Et puisque, en toute chose, il faut une fin, nous remercions le professeur Diallo, le professeur Diakité, le docteur Dambélé de l'IR, le professeur Keïta et le professeur Modibo Aïdara. Et vous-même,